Bonjour à toutes et à tous. Nous avons la dernière fois vu ensemble quels étaient les peuplements archaïques de l'Eurasie qui allaient être remplacés par les représentants de notre espèce. Et donc aujourd'hui, on regarde ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée, à peu près à la même époque, avec la question de l'origine de notre espèce. Alors, bon, c'est un sujet en soi, je vais passer assez rapidement, mais surtout la question de la façon dont on peut reconstituer ou parfois imaginer la sortie d'Afrique de ce qu'on appelle les hommes modernes, un peu malencontreusement, et la façon dont ils se dispersent en Eurasie. Je vous le dis tout de suite, le titre c'est « Sortie d'Afrique » avec un pluriel, et vous allez voir qu'il y a plusieurs sorties dans le temps, et en plus il y a plusieurs portes de sortie et plusieurs voies de sortie en Eurasie. Et donc aujourd'hui, on va plutôt parler des sorties les plus anciennes. Vous verrez que dans un cours prochain, on va parler d'une sortie qui est la plus récente et qui probablement est la bonne, si je peux dire. Vous vous souvenez certainement que l'origine africaine d'Homo sapiens, elle a été établie sur des arguments qui sont à la fois des arguments d'ordre génétique et d'ordre paléontologique. Alors, génétique, voilà, on a en Afrique la plus grande diversité génétique, le plus grand nombre de lignées en termes d'haplotypes mitochondriaux, du chromosome Y, et puis quand on a pu regarder de près l'ADN nucléaire dans son ensemble, on s'est rendu compte que ça confirmait cette grande diversité africaine. Et ce qu'on trouve à l'extérieur de l'Afrique, c'est une branche d'un arbre plus complexe et plus ancien, enraciné en Afrique. Et puis à cela se sont ajoutés des arguments paléontologiques. On a vu lors du premier cours l'historique un petit peu de ces découvertes. Je vous rappelle que c'est surtout des fossiles découverts en Afrique de l'Est et puis un petit peu en Afrique du Sud qui ont alimenté cette argumentation avec des représentants de notre espèce, alors qu'ils ne sont pas vraiment identiques à des hommes actuels, mais enfin, en tout cas, qui partagent beaucoup de caractères avec eux et qui ont été découverts au fil des décennies au Kenya, en Tanzanie, en Éthiopie. En voilà quelques exemples. Les plus célèbres, voici le crâne d'Erto, qui en fait un des crânes d'une série de crânes découverts en Éthiopie, avec un âge autour de 160 000. Des choses plus anciennes, probablement venant aussi d'Éthiopie, dans la vallée de l'Omo, un site qui s'appelle Omo Kibish. Et là, des dates qui sont, d'abord qui ont été révisées récemment, donc on a reculé l'âge de ces fossiles, mais avec quand même des questions d'abord sur le fait que ces deux crânes viennent bien de la même formation, enfin en tout cas qui sont chronologiquement contemporains. Et puis des choses un peu plus récentes, comme cet homme de l'Aitoli en Tanzanie, donc qui est autour de 120 000. Et puis je vous rappelle que, et on va le revoir dans un instant, quand on arrive dans ces zones de temps-là, c'est-à-dire le dernier interglaciaire, le stade isotopique 5, on a aussi des fossiles à la porte de l'Afrique, au Proche-Orient. Alors c'est en se fondant sur ces découvertes que, dans le fond, est né ce concept d'un jardin d'Éden, d'un foyer d'apparition de l'Homo sapiens, probablement en Afrique subsaharienne. Ça collait aussi avec certains arguments génétiques dans les haplotypes mitochondriaux
qu'on trouve en Afrique et qui sont ancestraux des haplotypes eurasiatiques. Il y a un haplotype qu'on appelle l'haplotype L, et cet haplotype L, en tout cas certaines de ces variétés, on les trouve aujourd'hui en Afrique, voilà, plutôt dans le centre-est de l'Afrique. Alors évidemment, c'est un argument qui est un petit peu problématique. Pourquoi? Parce qu'il y a le Sahara aujourd'hui. Et donc, dans le Sahara, il n'y a pas beaucoup de monde. Et donc, il n'y a pas beaucoup de chances de trouver des haplotypes mitochondriaux. Enfin, il y a des Touaregs, mais enfin, on ne pense pas que ce sont les populations originales de cette région-là. Donc, cette histoire d'Afrique subsaharienne, enfin, d'origine subsaharienne de l'espèce, elle est un peu... encore une fois, biaisé par des contraintes géographiques qui sont des contraintes actuelles. Or, on sait très bien que l'Afrique d'il y a 50 000 ans, 100 000 ans, 200 000 ans, c'est une Afrique qui est très différente de l'Afrique actuelle. Cette idée de jardin d'Éden, de centre d'origine est-africain, avec en plus la notion aussi d'une apparition assez brutale, hein, une espèce d'émergence adamique. Vous voyez, j'emploie un vocabulaire biblique, hein, le jardin d'Éden, Adam, c'est pas par hasard, c'est vraiment un vocabulaire qui a été utilisé. On imaginait que de façon assez brusque, finalement, une morphologie comparable à celle des hommes actuels était apparue. Alors tout ça a été fortement remis en cause par les travaux que mon équipe a menés dans un site qui est devenu très célèbre aujourd'hui, qui s'appelle Djebel Irhoud. Alors Djebel Irhoud, c'est un petit djebel, hein, c'est une grosse colline de calcaire paléozoïque qui se trouve entre Marrakech et Safi, dans un endroit qui est assez déshérité, hein, au Maroc. Et dans ce site qui ressemble aujourd'hui à une espèce de carrière, hein, à ciel ouvert, avec des gros blocs dans tous les coins, en fait, on a découvert au début des années 60 des fossiles humains de façon complètement accidentelle, à l'occasion de travaux de mines. Il y avait une mine de barytine dans cette région, et les mineurs faisaient ce que font les mineurs, c'est-à-dire ils creusent des galeries pour extraire ce minéral dont ils ont besoin, et en creusant une galerie, à un moment donné, comme ce massif calcaire est parcouru d'un réseau de cavités karstiques remplies de sédiments, eh bien, en creusant une galerie, il y a une de ces poches de sédiments qui s'est vidée dans la galerie, provoquant d'ailleurs un accident assez sérieux pour les ouvriers. Et un des ouvriers, parmi les ossements et les silex taillés qui tombaient avec les sédiments dans la galerie, a recueilli ce crâne qu'il est allé porter au médecin de la mine, qui l'a gardé pendant un moment, jusqu'à ce que un professeur de la faculté des sciences de Rabat, qui s'appelait Émile Enouchi, vienne le récupérer, et donc au début des années 60, publie ce crâne comme un crâne. À l'époque, il était décrit comme un crâne de Néandertal africain. Alors, depuis les années 60, on a quand même pas mal progressé sur ce que c'est un homme de Néandertal, et on s'est assez vite rendu compte par la suite que ça ne pouvait pas être un homme de Néandertal, notamment à cause des caractères de la face, mais enfin, c'était une forme quand même assez ancienne. Et puis, Enouchi, à la suite de cette découverte, a entrepris des fouilles dans le site. Alors ça a été des fouilles quand même assez, expéditives. Il s'est fait donner des explosifs par la mine qui exploitait la barytine, et il a fait exploser le toit de cette cavité. C'était une grotte en fait, hein. Donc
le toit a été emporté par l'explosion, ce qui explique l'allure du site aujourd'hui. Hein, c'est un cratère, en fait. Et il a fouillé ce qui restait. Enfin, il a fouillé des sédiments qui étaient en place avec une stratigraphie. Et Nouchi a trouvé d'autres fossiles. Il a trouvé ce crâne. Et il a trouvé plus tard... alors, on ne sait pas très bien quand elle a été trouvée, d'ailleurs, cette mandibule. Elle a été annoncée en 1969. En fait, elle a été annoncée parce qu'il y a d'autres, à la suite des fouilles des Nouchi, il y a d'autres archéologues qui sont venus travailler dans le site, en particulier Jacques Tixier, un archéologue, un préhistorien français, qui est venu dans les années 68-69, donc au moment de mai 68, voilà. Tixier était là-bas avec Debelle Desermain, c'est un autre archéologue, et eux, ils ont fait une fouille assez méticuleuse d'un petit bout du site qui restait en place, et d'après ce que m'a raconté Jacques Tixier lui-même, en fait, c'est lui qui a remarqué cette mandibule dans la faune recueillie par Inushi. Apparemment, Inushi croyait que c'était une mandibule de cochon, mais il lui a dit non, c'est pas une mandibule de cochon, c'est une mandibule humaine. Et donc, cette mandibule, elle a fait son chemin jusqu'à la faculté des sciences de Paris, jusqu'à Jussieu, et elle a fini dans le tiroir d'un professeur qui s'appelle le professeur Jean Pifteau, qui l'a gardée pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'il me croise dans un couloir un jour et me dise « Est-ce que ça vous intéresserait d'étudier un fossile original qui n'a jamais été publié ?» Ça m'intéressait. J'étais un jeune chercheur qui venait de passer sa thèse, et c'est comme ça que j'ai, pour la première fois, travaillé sur un fossile de Djebel Irhoud. Alors, dans les années qui ont suivi, je me suis intéressé aux autres découvertes. Et donc, déjà dans les années 70-80, il y a un certain nombre de papiers qui ont été publiés par moi, par d'autres, pour dire que ces fossiles semblaient plutôt représenter quelque chose qui avait une parenté avec notre espèce plutôt qu'avec l'homme de Néandertal. En particulier, cette mandibule, malgré sa robustesse, elle avait des caractères morphologiques tout à fait particuliers et très différents des Néandertaliens. Il y avait quand même un problème avec Djebel Irhoud, c'est que l'âge était très très mal établi. Non, en fait, on ne savait pas très bien l'âge que ça avait. Alors, il y a eu des tentatives faites en utilisant des méthodes comme l'ESR sur de la faune, et puis même sur, d'ailleurs, les fossiles humains eux-mêmes. Et l'ESR, j'ai eu plusieurs fois l'occasion d'exprimer quelques doutes sur les dates ESR produites ici et là. Donc là, on a eu des dates, les gens les ont publiées, sans qu'on soit complètement convaincu. Et il a fallu attendre quand même pas mal de temps pour que des travaux soient repris dans ce site. Et ces travaux, donc, ils ont été repris après mon arrivée en Allemagne à l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionnaire, donc dans les années 2004-2005. Et à la suite de ces fouilles qui ont été reprises, on a pu à la fois dater le site, et puis, on ne le disait pas au début, mais on espérait quand même un petit peu trouver d'autres restes fossiles. Et les travaux qui sont étalés sur pas mal d'années ont abouti à la découverte d'un grand nombre de spécimens. On a grandement agrandi l'échantillon de fossiles de ce site, avec un autre crâne, une autre face, des mandibules, des spécimens extrêmement bien conservés, donc qui ont complété les découvertes du temps des Nouchi. Voilà une mandibule numérotée 11, donc on est loin de numéro 1 et numéro 2. Et c'est une mandibule qui est la plus belle mandibule, la mieux conservée, pour cette période-là en Afrique. Et puis surtout,
on a pu résoudre la question de l'âge de ces fossiles, qui était un âge qui était très mystérieux. Dans le fond, tant que l'âge de Jebel Irhoud a été considéré comme un âge allé au maximum de 100, 80 000, 100 000, 120 000, quelque chose comme ça, dans le fond, la tendance générale, c'était de se dire, bah oui, ça n'est pas un néandertalien, mais c'est quelque chose d'assez archaïque qui a existé à côté des vrais Homo sapiens qu'on avait en Afrique de l'Est. Donc ces choses que je vous ai montrées tout à l'heure, Erto, Homo kibish, Laetoli, etc. Mais en mettant en œuvre une méthode qu'on appelle la thermoluminescence, qui est une méthode qui se fonde sur le fait que lorsque l'on chauffe certains matériaux, ils se libèrent de l'énergie qui est emmagasinée à un niveau atomique, et que, une fois ce chauffage réalisé, eh bien, ces solides vont accumuler dans le sous-sol, sous l'effet des radiations de l'environnement, à nouveau de l'énergie, donc des électrons qui se placent sur des niveaux d'énergie supérieurs. Eh bien, on peut, en mettant en œuvre ce principe, dater, sinon des objets, mais en tout cas on peut dater l'âge, le moment où ils ont été pour la dernière fois chauffés à une température élevée. Et donc si vous avez des fragments de silex, ça marche avec le silex, si vous avez des fragments de silex qui sont tombés dans un foyer, ou simplement qui étaient dans le sédiment sous un foyer, eh bien, si ce foyer a porté leur température à plus de 400 degrés, ben, ils ont été, si je peux dire, remis à zéro. Et puis ensuite, eh bien, ils ont à nouveau accumulé de l'énergie. Cette énergie, on peut la mesurer en les chauffant à nouveau à 400 degrés ou plus. À ce moment-là, ils émettent de la luminescence. Alors, ils ne brillent pas comme une lampe de chevet. Hein. C'est quand même très, très discret hein, comme énergie lumineuse, mais on peut la mesurer. Et cette énergie, ben, elle est proportionnelle au temps écoulé. Enfin, je ne vous donne pas tous les détails de la méthode, mais en gros, c'est ça le principe. Et en utilisant cette méthode à Jebel Irhoud, puisqu'on a à la fois du feu, enfin des traces d'utilisation du feu et des silex brûlés, eh bien, on a pu montrer qu'en fait, ces fossiles de Jebel Irhoud, qui représentent plusieurs individus, hein, 5 individus, 3 adultes, un adolescent et puis un enfant autour de 8 ans, en tout cas pour ce qui est parvenu jusqu'à nous, eh bien, ces individus ont été trouvés dans des niveaux qui sont datés autour de 300, entre 300 et 315 000. Et donc c'était beaucoup plus que toutes les estimations qui avaient été faites auparavant. Et puis, surtout, ça a expliqué pourquoi ces fossiles étaient moins modernes, entre guillemets, que les fossiles est-africains. Ce n'est pas parce qu'ils représentaient une sorte de branche divergente, plus archaïque, c'était juste parce qu'ils étaient plus vieux. Et donc, comme ils étaient plus vieux, c'était assez normal qu'ils soient plus primitifs, qu'ils aient conservé plus de caractère archaïque. Alors, j'insiste sur cette histoire de datation parce que quand on parle, enfin, on a beaucoup parlé dans la presse de cette découverte, on a dit, bah oui, c'est formidable parce que on a vieilli l'origine de notre espèce de 100 000 ans. Oui, bien sûr, mais je n'allais pas dire on s'en fiche, mais c'est important. Mais en fait, ce qui est important surtout, c'est que ce qu'a montré cette datation, c'est qu'en fait, cette idée d'une émergence comme ça, brutale, d'une morphologie entre guillemets moderne, eh bien, il fallait l'oublier. Parce qu'en réalité, on a des formes de sapiens qui sont très anciennes et elles sont encore relativement archaïques. Et plus on va avancer dans le temps, plus on va trouver des formes qui se rapprochent de l'humanité actuelle. Donc en gros, le message, c'est quoi? C'est
il n'y a pas de coup de baguette magique. L'homme n'est pas apparu comme ça tout d'un coup, tout fait, si je peux dire. Enfin, quand je dis l'homme, je veux dire l'humain, parce qu'on m'a reproché de dire l'homme un peu trop. Et donc, l'évolution, elle ne s'est pas arrêtée pendant ces 300 000 ans, ça a continué, et donc il y a une différence entre les sapiens d'il y a 300 000 ans et ceux de 200 000 ans, ce n'est pas vraiment une surprise, comme il y en a une d'ailleurs entre ceux d'il y a 200 000 ans ou de 100 000 ans et ceux d'aujourd'hui, comme on l'a vu précédemment. Pourquoi on reconnaît ces sapiens de Jebel Irhoud comme des sapiens? Pour un certain nombre de caractères. Je vous ai montré tout à l'heure cette mandibule d'Irhoud 11, alors qu'il y a une mandibule très grande, très robuste, avec une denture très puissante, mais qui a quand même à la fois des caractères morphologiques de la mandibule elle-même qui évoquent clairement ce qu'on trouve chez des sapiens plus récents, en particulier le corps mandibulaire, la partie horizontale de la mandibule, a une hauteur qui décroît vers l'arrière, c'est assez caractéristique de notre espèce et ça ne se trouve guère chez les formes plus anciennes. Et puis il y a des caractères dentaires aussi, la morphologie dentaire qui rapproche ces fossiles des sapiens beaucoup plus récents. On donne de plus en plus, on donne de l'importance à ces caractères dentaires. Pourquoi? Parce que les dents, elles se forment de façon très précoce dans le développement individuel et on pense que leur morphologie, elle est essentiellement dictée par le génome lui-même et par les conditions de développement vraiment initiales. Et dans le fond, une fois que les dents sont formées, il ne peut plus grand-chose leur arriver sinon de s'abîmer. Elles peuvent s'user, elles peuvent se casser, on peut les perdre. Mais leur morphologie ne va pas changer. Ce qui n'est pas le cas du reste du squelette. Le reste du squelette, d'abord en termes de développement, il se développe sur une période beaucoup plus longue. La croissance somatique chez les humains, elle dure au moins jusque vers 18-20 ans. Et puis cette croissance somatique du squelette, elle va être soumise à tout un tas d'aléas, suivant vos conditions d'alimentation, les pathologies que vous avez pu avoir pendant votre enfance, ça va altérer votre croissance, votre taille, la robustesse de votre squelette. On sait aussi que l'activité physique, ça a une certaine importance. Et enfin, ce squelette, il va être remanié constamment tout autour de la vie, c'est-à-dire que l'os est constamment détruit et reconstruit tout au long de l'existence. Et donc, c'est quelque chose qui, évidemment, porte aussi un signal génétique et qu'on peut utiliser pour faire de la phylogénie, mais en même temps, sauf pour certaines parties vraiment tout à fait spéciales du squelette, par exemple l'oreille interne, en général, ce sont des choses qui peuvent changer énormément au cours de la croissance. Donc les dents, c'est important. Et puis, en dehors des dents, on a, je vous disais quand même, des caractères squelettiques qui sont des caractères qu'on peut utiliser sur le plan phylogénétique, sur le plan de la taxonomie. Et dans le cas de Jebel Irhoud, ce dont on s'est rendu compte d'ailleurs bien avant tous les travaux qu'on a menés dans le site, dès qu'on s'est vraiment penché sur ces crânes, en particulier le crâne de Jebel Irhoud 1, eh bien, on se rend compte qu'ils ont une face qui est assez proche de la face d'homme actuel. Alors j'ai dit, peut-être de façon un petit peu légère parfois, qu'on pourrait rencontrer dans le métro quelqu'un qui ressemble à Jebel Irhoud aujourd'hui. Ma femme me dit que c'est parce que dans le métro on peut rencontrer absolument n'importe quoi. En fait, si on rencontrait vraiment la face de Jebel Irhoud, je pense quand même on aurait un peu peur quand même, parce que c'est quand même une face extrêmement robuste,
mais sur le plan morphologique, c'est une phase qui est relativement courte, c'est une phase qui est relativement plate, et c'est une phase qui présente des caractéristiques, en particulier, on va reparler de ça plus tard, mais dans la région infraorbitaire, une espèce d'inflexion qui est assez caractéristique des hommes actuels et qu'on ne trouve pas chez beaucoup de formes anciennes. Quand on fait une analyse morphométrique du squelette, bon, je vous ai expliqué déjà comment ça se pratiquait, voilà une distribution d'individus et de groupes dans une analyse à 2 dimensions. Hein, donc on a des composantes principales. Ces composantes principales sont des fonctions hein, qu'on construit pour analyser la forme. Donc on en crée un nombre important. Les premières composantes principales, c'est celles qui expriment la plus grande part de la variance. Donc voilà la première composante principale. La deuxième composante principale, on pourrait en rajouter une troisième, une quatrième, mais disons que là, on a déjà exprimé, vous voyez, 46% là et puis 29% de la variance. Donc on exprime une grande partie de la morphologie. Ce grand polygone bleu, ce sont des hommes actuels. Ce triangle rouge ici, ce sont des néandertaliens. Ce polygone, ce trapèze jaune, ce sont des hommes du Pléistocène moyen dont on va parler dans quelques minutes. Et vous voyez que toutes ces étoiles roses et cette ellipse qui sont en fait différentes reconstitutions de la face que je vous ai montrée tout à l'heure, IROUD 10, et puis la face d'IROUD 1, eh bien, tout ça tombe dans la variation des hommes actuels en termes de forme, enfin de conformation. Donc on a une forme qui est assez proche de celle qu'on trouve chez des hommes actuels. Alors, il faut quand même bien mesurer ce que ça veut dire. En fait, voilà cette face de Djebel-Irhoud 1. Je vous ai dit, c'est une phase qui est relativement courte, en particulier par rapport à ce qu'on trouve chez les Néandertaliens. Elle est relativement plate, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle se positionne sous la partie antérieure de l'encéphale. Vous voyez que dans la région infraorbitaire, elle est incurvée, hein, donc le maxillaire et les os malaires forment une espèce de plan qui en fait est vertical sous l'orbite. Et en fait, cette morphologie-là, on pense qu'il y a une grande partie de cette conformation qui est en fait une conformation primitive, qui est quelque chose qu'on va dire généralisé, et qui est alors différent de ce qu'on a chez des Homo erectus très anciens, comme cet homme de l'Est Turkana, cet Homo erectus de l'Est Turkana, mais ce n'est pas très différent quand même. Alors que la morphologie faciale des Néandertaliens, par exemple, eh bien, elle est très dérivée. Donc, il faut bien... Parfois, on a tendance à laisser croire que les Néandertals, c'est primitif, nous, on est évolué, on est sapiens. Bon, là, typiquement, pour ce genre de caractère-là, les sapiens ont conservé plus de dispositions primitives que les Néandertaliens. Donc ça, c'est pour la face. Alors, les choses changent complètement quand on regarde ce qui se passe avec le cerveau et la boîte crânienne qui l'entoure. Les hommes de Djebel-Irhoud, ils ont une boîte crânienne qui est allongée, qui est pas très élevée, qui en vue postérieure a une forme avec des parois latérales verticales. En fait, ce qu'on peut reconstituer de l'encéphale à l'intérieur de cette boîte crânienne, c'est quand même sensiblement différent de ce qu'on trouve dans la boîte crânienne d'un homme actuel. Et c'est quelque chose qui est relativement primitif. Et en fait, je vous ai dit tout à l'heure, on assigne ces fossiles de Djebel-Irhoud à des formes anciennes d'Homo sapiens.
Et on voit au cours des derniers 300 000 ans ces formes évoluer vers les hommes actuels. En fait, ce qui a évolué le plus chez ces hommes et leur descendance, c'est à la fois la robustesse générale et ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte crânienne. Le cerveau, parce que dans le fond, la boîte crânienne, c'est juste la boîte, hein, c'est ce qui entoure le cerveau. Le cerveau, c'est une des parties de notre organisme qui a le plus évolué au cours de ces derniers 300 000 ans. Et cette évolution, elle s'est faite à l'intérieur de la lignée des sapiens. Et donc, au départ, toujours le même genre d'analyse en composantes principales, vous voyez que Iroud 1 et Iroud 2 tombent, en termes de distance de forme, ils tombent quelque part entre des choses assez primitives, des Homo erectus, et puis nos néandertaliens et nos hommes du Pléistocène moyen que j'ai déjà évoqués. Donc on a en fait, par exemple pour Iroud 1, une morphologie de la boîte crânienne qui est différente. Ouais, elle n'est pas dans la variation des néandertaliens, mais elle n'est pas très éloignée non plus. Parce que dans le fond, toutes ces formes-là, avec des variantes, mais sont toujours un peu sur ce pattern d'une boîte crânienne allongée, pas très élevée, plutôt large. C'est quelque chose qui est primitif. Et la différence va se jouer le long de cette composante principale quand on va vers des hommes actuels. Donc ça, ce polycone bleu, encore une nouvelle fois, représente des populations actuelles. Vous voyez que pour aller de formes comme Iroud 1 et 2 vers une morphologie actuelle, eh bien, on passe par des intermédiaires, si je peux dire, qui sont ces fossiles qui datent d'il y a 200 000 ans, 50 000 ans, 20 000 ans, etc. Vous avez ici Homo kibish, hein, ce fameux crâne d'Homo kibish. Vous avez ici l'Aetoli, 120 000 ans en Afrique. Et vous voyez, avec des formes comme Kavzé 6, School 5, Kavzé 9, sont des formes du Proche-Orient, sont toujours des sapiens, mais on se rapproche dans le temps de l'actuel. On est vers 120 000, 130 000, 100 000, et on rentre dans la variation actuelle. Donc en fait, on a une évolution du cerveau et de la boîte crânienne depuis une forme relativement primitive, avec une taille qui est à peu près pratiquement la taille d'un cerveau actuel, vers des formes qui sont beaucoup plus élevées, globulaires, et qui sont la forme d'un cerveau qu'on appelle moderne. Donc tout ça, c'est un petit peu fichu par terre le modèle du jardin d'Éden subsaharien est-africain. Pourquoi ? Parce que le Maroc, c'est très loin de l'Afrique de l'Est. En fait, quand vous êtes en Afrique de l'Est, c'est difficile d'aller plus loin de l'Afrique de l'Est que le Maroc, hein, si vous restez en Afrique en tout cas. Ensuite, on a vu que l'idée d'une émergence soudaine d'une morphologie moderne, ça tombe aussi à l'eau. Pourquoi ? Parce que on se rend compte qu'il y a une évolution relativement progressive, en tout cas de certains caractères comme ceux-là, depuis des formes anciennes de 300 000 ans jusqu'à des formes de plus en plus récentes. Et donc on a été obligé de vraiment réviser complètement nos idées sur l'origine de notre espèce en Afrique et la façon dont les ancêtres des populations actuelles qui vivent hors d'Afrique ont pu émerger en Afrique. L'Afrique, 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 hein, un peu comme certains disaient l'Europe, l'Europe, l'Europe. L'Afrique, 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 mais en fait, on n'a pas tant de fossiles que ça en Afrique. L'Afrique, c'est très très grand. Et malheureusement, on a assez peu de fossiles pour documenter toute cette histoire.
Et on va en parler pendant quelques minutes, mais vous allez voir que, dans le fond, ça c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'on peut imaginer des modèles d'évolution et des modèles d'émergence de différentes populations ancestrales des populations actuelles, mais généralement, on n'a pas le matériel paléontologique pour, dans le fond, tester ces différentes hypothèses. Dans une période de temps qui est entre ces fossiles est-africains que je vous ai montrés, qui ont en général moins de 200 000 ans, ou à peu près 200 000 ans, et puis Djebel Irhoud, pour toute l'Afrique, on n'a pas grand-chose. Hein. Donc voilà Djebel Irhoud vers 300 000 ans. En gros, on a deux fossiles, un qui est en Afrique du Sud, un site qui s'appelle Florisbad, et un qui est au Kenya, dans un site qui s'appelle Elie Spring. Entre nous, tous les deux sont aussi mal datés l'un que l'autre, c'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien leur âge. Hein. Dans le cas d'Elie Spring, c'est un fossile qui a été découvert en surface. On n'est pas complètement sûr de son origine géologique, j'allais dire. Florisbad, c'est une fouille quand même qui est très ancienne. Cette date, elle se fonde sur une méthode, alors c'est de l'ESR à nouveau, hein, bon, et c'est une date qui a été produite sur une dent. Alors est-ce que la dent, c'est pas une dent de ce crâne, c'est une autre dent. Est-ce que la dent, elle est vraiment contemporaine du crâne? Enfin, c'est des fouilles anciennes, il y a quand même pas mal de questions sur ça. Enfin, toujours est-il que ces fossiles, que ce soit Florisbad ou Elie Spring, sont différents de Djebel Irhoud, mais quand même montrent un petit peu le même genre de mosaïque de caractères. En particulier, Florisbad a une face, ma foi, vous voyez, avec cette inflexion maxillo-malaire, cette face relativement courte, plutôt aplatie, et puis voilà, un endocrâne très robuste, avec des reliefs susorbitaires très forts, comme sur Djebel Irhoud. Alors, on peut disséquer tout ça et trouver des différences entre Florisbad et Djebel Irhoud, mais bon, il y en a un qui est au Maroc, l'autre qui est en Afrique du Sud. On n'est pas sûr non plus qu'ils aient des âges aussi proches que ça l'un de l'autre, donc ce n'est pas vraiment surprenant. Mais c'est à peu près tout ce qu'on a. Pour ce qui est de l'industrie découverte à Djebel Irhoud, là aussi il y a quelque chose d'intéressant. On trouve un assemblage qui, à l'époque des Nouchi, avait été décrit comme du moustérien, hein, du paléolithique moyen nord-africain. On trouvait que ça ressemblait pas mal à du moustérien européen, et d'ailleurs, c'est vrai, ça ressemble pas mal. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire du point de vue, comment dire, est-ce qu'on peut en tirer quelque chose du point de vue phylogénétique? Ben non, pas vraiment. Voilà, ce sont des industries qui sont fabriquées sur éclat, avec un emploi assez extensif de la méthode de débitage Levallois. Il y a quand même beaucoup de pointes ou d'objets avec des bords convergents, hein, des racloirs convergents, des racloirs déjetés, des pointes. C'est une des caractéristiques de ce genre d'industrie. C'est ce qu'on appelle du Middle Stone Age. Donc on appelle ça MSA dans le jargon, hein, ça veut dire Middle Stone Age. Et ce Middle Stone Age, c'est quelque chose qui contraste avec un Older Stone Age, un peu l'équivalent du paléolithique inférieur, entre guillemets, européen. Alors le Older Stone Age, en gros, c'est quoi? C'est l'Acheléen, c'est des bifaces, des hachereaux, avec aussi des outils sur éclat, mais il y a des bifaces, des hachereaux. Donc là, ici, il n'y a plus de bifaces, il n'y a plus de grands objets. C'est un changement assez significatif dans les industries qu'on trouve en Afrique. On pense que d'ailleurs cette disparition de ces grands objets tranchants, c'est probablement lié au développement de l'emmanchement. Ce Middle Stone Age de Djebel Irhoud, c'est sinon le plus vieux d'Afrique, mais un des plus vieux qu'on connaisse en Afrique. Et on en connaît aussi du assez ancien. Alors toujours pareil, Afrique de l'Est, Afrique du Sud. Bon, on n'en connaît pas là parce que là, il n'y a rien. Hein. Là, il y a
il n'y a pas de site en fait, hein, c'est ça le problème. Hein, c'est plutôt une absence de données qu'une absence réelle de peuplement humain produisant ce genre d'industrie. Et on est assez tenté de penser, ce que nous avions proposé, que ce Middle Stone Age ancien accompagne, si je peux dire, le développement de notre espèce en Afrique, parce qu'on le trouve, vous voyez, on le trouve à Florisbad, on le trouve en Afrique de l'Est, à peu près à la même époque, et donc on a assez tendance à considérer que c'est un proxy, un marqueur de notre espèce. Pourquoi on fait autant de cas de ce Middle Stone Age? C'est que ce Middle Stone Age va évoluer en Afrique, et il va évoluer en se complexifiant, en se diversifiant. On va voir apparaître des technologies nouvelles. Et vers la fin du Middle Stone Age, on a l'émergence de tout un tas de comportements qu'on a parfois appelés la modernité culturelle, mais des éléments de complexité technique qu'on associe aux hommes modernes en Afrique. Alors je vous ai parlé de pointes. Alors là, dans le Middle Stone Age tardif, il y a beaucoup de pointes. Voilà, il y a des choses qui ressemblent carrément à des pointes de flèches néolithiques. Ça, c'est une pointe attérienne d'Afrique du Nord. On a des objets en os travaillés, et puis on a des objets qu'on considère comme des objets non utilitaires, et on leur attribue une valeur, on dit symbolique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que voilà, ça peut servir, par exemple, pour ces coquillages percés, à marquer le statut des individus à l'intérieur des groupes, ou à marquer l'identité des groupes les uns par rapport aux autres. On a des objets aussi gravés, on a des pigments qui sont utilisés. On associe tout ça à une complexité sociale de plus en plus grande. Et donc, vous voyez, cette évolution de ce Middle Stone Age, ça fait un peu le parallèle avec cet enracinement des sapiens d'allure moderne dans des sapiens plus anciens comme ceux de Jebel Irhoud. Quand on regarde la diversité du Middle Stone Age en Afrique en général, vous voyez qu'au cours du Middle Stone Age, alors que le Middle Stone Age ancien, c'est un petit peu partout la même chose, eh bien, le Middle Stone Age plus récent a tendance à se diversifier de façon régionale avec des ensembles locaux qui ont des caractéristiques bien particulières, donc des choix en termes technotypologiques qui donnent à toutes ces industries une allure bien particulière. Donc, ce qu'on voit se produire pendant cette période, disons entre 300 000 et puis 40 000, c'est dans le fond une différenciation culturelle à l'échelle de l'Afrique. Et donc, évidemment, on imagine que cette différenciation culturelle, elle est liée à la différenciation de populations qui ont des traditions différentes. Et évidemment, on se demande un petit peu comment ça peut se traduire en termes biologiques. Et je vous rappelle qu'une des conséquences de cette origine panafricaine de l'Homo sapiens, une origine donc qui n'est pas centrée sur un jardin d'Éden quelque part, eh bien c'est l'idée qu'on a à l'échelle de l'Afrique des populations d'Homo sapiens qui sont différentes d'une région à l'autre de l'Afrique, avec tantôt des périodes d'isolement qui correspondraient probablement aux périodes les plus arides où les conditions de milieu font que les échanges, par exemple à travers le Sahara, sont plus difficiles, et puis des périodes où, en particulier des phases humides, où il y a des connexions entre toutes ces populations, donc des échanges géniques, voire des transmissions d'innovations techniques ou comportementales. Et donc,
ce qui a succédé en fait comme modèle à ce modèle du jardin d'Éden où serait apparu de façon brutale un sapiens, voilà, Adam et Ève, et puis ils auraient colonisé tout le reste de l'Afrique en remplaçant les autres, puis après ils seraient sortis d'Afrique. Bon. Ce qui a remplacé ce modèle, c'est un modèle de population structurée à l'échelle de l'Afrique avec un phénomène assez complexe à la fois de différenciation, mais en plus d'échanges entre toutes ces populations. Et d'ailleurs, entre nous, en ce qui concerne l'origine des populations actuelles, et surtout des populations actuelles en dehors d'Afrique, il est très probable que ces différentes populations de sapiens anciens qui ont pu exister à l'échelle de l'Afrique n'ont pas toutes contribué de façon équivalente aux populations actuelles. Donc il est fort probable que une ou deux de ces populations a contribué de façon majoritaire, mais ça n'empêche pas en même temps que les autres ont pu, je vous dis, échanger des gènes avec eux. Alors là, ce schéma qui est du Ashley-Busch de 2017, vous voyez, qui fait remonter cette différenciation vers 300 000 ans. Bah voilà, 300 000 ans, c'est l'âge de Djebel Irhoud. Hein. Donc on peut imaginer que Djebel Irhoud est par là-haut. Alors est-ce qu'il a une descendance dans des populations actuelles? Ça, franchement, je ne sais pas qui peut affirmer ça avec certitude, mais il nous donne une image de ce que pouvaient être ces ancêtres communs au-delà de 300 000 ans. Alors je vous indique quand même que premièrement, on n'a pas de moyen de tester ce modèle-là sur des fossiles. Autant on a une différenciation en termes d'industrie lithique dans le Middle Stone Age en Afrique, autant on est incapable de mettre des fossiles dans ces différentes branches et de dire, voilà, il se passe des choses différentes dans telle ou telle région d'Afrique. On a quand même des indications génétiques qui viennent des populations actuelles, et ces indications génétiques, elles nous disent quoi? Elles nous disent qu'en Afrique, aujourd'hui, il y a des populations qui se sont, alors sinon séparées des autres complètement, mais en tout cas qui sont différenciées des autres de façon très ancienne, en fait. Hein. Alors, il y a deux exemples qu'on donne souvent, c'est les Khoisan, vous savez, les chasseurs qui vivent dans le Kalahari. Sur des données génétiques, on a envisagé une date de différenciation des Khoisan autour de 200 ou 300 000 ans. Donc on est très très haut dans cette ramification. Pareil pour des populations pygmées d'Afrique centrale comme les Mbouti, où là aussi on a des dates de différenciation vers 150 000, 200 000. Alors, différenciation, ça ne veut pas dire qu'ils ont vécu en isolat complet depuis 200 000 ans, hein, puisqu'il y a un flux génique, en particulier pour les pygmées, c'est assez évident, hein, des flux géniques avec les populations avoisinantes. Donc voilà où on en est pour la question des origines. Bon, on aimerait bien avoir plus de fossiles, on n'en a pas assez pour documenter ça. Et même la situation est pire que cela, parce qu'en fait, on en a quand même d'autres qui ne collent pas très bien dans ce schéma-là. Et donc, qui posent un vrai problème. Vous vous souvenez que je vous ai parlé de cet Homo heidelbergensis en vous disant, on a cru que c'était l'ancêtre commun des sapiens, des Néandertals, des Denisoviens, etc. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à voir Homo heidelbergensis comme l'ancêtre commun des Néandertals et des Denisoviens. Et d'ailleurs, un certain nombre de fossiles qu'on a rangés dans Homo heidelbergensis, en fait, sont des Néandertals anciens. Hein. Ils ont déjà des caractères néandertaliens. Alors tout ça, ça serait très bien si ces Homo heidelbergensis, on les avait tous en Eurasie. Malheureusement, on a deux fossiles en Afrique de l'Est qui ont été parfois rangés dans les Homo heidelbergensis, parfois on les a rangés dans une autre espèce qu'on a appelée Homo rhodesiensis, mais
il ne faut pas se le cacher, hein, Homo rhodesiensis, c'est l'Homo heidelbergensis en Afrique. Hein. Et vous voyez que les caractères que je vous ai décrits sur la face des sapiens, je vous ai dit, voilà, à 300 000 ans, on a la face d'Ihud, ça ressemble beaucoup à des gens qui se promènent dans le métro. Là, celui-là, il ne se promène pas dans le métro. Hein. Vous voyez qu'il a une face qui est très différente. Il n'y a pas cette morphologie, une face courte, plate, sous la boîte crânienne, etc. Pareil pour ce crâne de Bodo. Alors lui, il est à 600 000 ans. Bon, on peut discuter, si je peux dire. Mais là, lui, il y a des datations qui ont été produites récemment qui le placent à 300 000 ans. Donc, en gros, ce serait un contemporain de Jebel Irhoud, mais qui ne ressemble pas du tout à Jebel Irhoud. Qu'est-ce que vaut cette date? Je ne sais pas. Parce que, vous savez, ce crâne, il a été découvert dans une mine de zinc, ce qui était à l'époque la Rhodésie, hein, d'où le nom de Homo rhodesiensis. Bon, maintenant, c'est la Zambie. Il a été ramassé par un mineur. Personne ne sait d'où il sort. Hein. Il a été ramassé. Voilà. D'ailleurs, soit en passant, cet Homo heidelbergensis de Grèce, la Petralona, c'est pareil. Hein. Il a été ramassé par des spéléologues qui sont entrés dans une grotte, ils ont trouvé un crâne par terre, ils l'ont ramassé, ils sont partis avec. Maintenant, pour dater ce genre de fossile, on ne peut pas dater le contexte. La seule chose qu'on peut espérer, c'est essayer de dater directement les fossiles. Et honnêtement, s'il y avait une méthode pour dater directement des crânes et qu'elle marche de façon irréfutable, on serait drôlement content, mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Alors pourquoi ces fossiles ils sont embêtants? Parce que quand on regarde leur morphologie, eh bien voilà encore une analyse morphométrique de la face. Alors cette fois-ci, il n'y a pas juste la première et la deuxième composante principale, il y a là aussi la troisième, donc c'est un patatoïde en 3 dimensions. Il n'est pas bleu, il est gris, mais c'est toujours pareil. Hein, c'est la face des hommes actuels. Vous voyez, il y a une grande variation. Enfin, il y a une grande variation, mais ils sont quand même tous ensemble. Bon, là, on a rajouté des sapiens du Paléolithique supérieur, des sapiens du Proche-Orient. Soit en passant, il y a Ihroud hein, qui est là, donc vous voyez, il n'est pas loin de la morphologie actuelle. Et là, toujours pareil, les Néandertaliens, ils sont là en rouge. Alors quand on plotte ce crâne de Kabwe là, qui est en Zambie, il tombe là-haut, hein. Il tombe vraiment pas loin du tout des Néandertals. Et donc, voilà, on est très embêté avec ces fossiles, parce que on est très content, ils sont très beaux, mais ils seraient mieux ailleurs qu'en Zambie ou en Éthiopie. On a beaucoup discuté de cette histoire de morphologie faciale avec l'idée qui a été émise par certains qu'en fait, la morphologie des hommes actuels, c'était une morphologie gracile par rapport à la morphologie de Kabwe, de Bodo ou même d'un Néandertalien. Et c'est quelque chose qu'on a testé avec une jeune chercheuse qui s'appelle Sarah Freidlein, qui a travaillé dans mon équipe à Leipzig. En gros, ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on a regardé en termes morphométriques ce qui se passait chez les Homo sapiens. Ouais, ça, ces polygones sont des Homo sapiens d'âge différents. Donc on part d'enfants et puis on va vers les adultes. Et puis là, on a ajouté des fossiles de différentes périodes. Et puis, vous voyez qu'il y a une trajectoire de croissance et aussi une trajectoire allométrique, c'est-à-dire qu'en fait, au sein des adultes, plus on va vers des grandes tailles et plus on va, modifier la forme. Alors le problème avec ça, c'est que si on imagine un sapiens qui deviendrait encore plus grand et encore plus gros que ce qu'il est dans la réalité, ça donnerait ces formes-là qui sont complètement différentes des formes qu'on observe sur Kabwe et Bodo. Et Kabwe et Bodo, en fait, ils s'inscrivent dans une trajectoire qui est celle qu'on observe
entre eux des enfants néandertaliens, des jeunes néandertaliens, des adultes néandertaliens. Donc ça confirme cette parenté, enfin cette parenté en tout cas morphologique de la face. Donc je n'ai pas de réponse à ce mystère. En gros, une des hypothèses, c'est qu'il y a en Afrique, à côté des sapiens, sur la trajectoire Iroud-nous, il y a autre chose de différent. Alors ce quelque chose de différent, est-ce que c'est une branche africaine? Vous vous souvenez de cet arbre compliqué là? Est-ce que c'est une branche qui est un peu séparée des autres? Est-ce que c'est quelque chose qui était en Eurasie et qui est revenu en Afrique de l'Est? Bon, ce n'est pas complètement impossible. On n'a pas de réponse. Alors s'ajoute à ça un aspect génétique de la question qui a été soulevé par certains généticiens. Vous vous souvenez que y a des introgressions d'ADN archaïque dans des populations modernes. Alors on en a parlé énormément et c'est pas fini pour les Néandertals, pour les Denisoviens. Ces gens-là ont dit, en fait, en Afrique, il se passe la même chose. Mais il se passe la même chose avec quelque chose qui n'est ni les Denisoviens ni les Néandertaliens. Et donc ils ont ajouté, vous voyez, ça c'était l'arbre phylogénétique traditionnel, donc Denisovien, Néandertal, groupe frère des sapiens européens et africains, avec les échanges géniques qu'on connaît déjà. Eux, ils ont ajouté cette branche-là, et ils ont dit, il y a en Afrique ce qu'ils ont appelé ghost population, c'est-à-dire une population fantôme, dont on trouve en Afrique de l'Ouest aujourd'hui les traces avec des petits bouts de génome qui viennent de quelque chose de plus ancien, de plus archaïque. Alors vous voyez, ils l'ont carrément enraciné très loin dans le temps. Hein. Ils l'ont enraciné avant la divergence Néandertal-Sapiens. Alors est-ce que est-ce que ces populations, enfin ces fossiles, style Kabwe, Bodo, qui représenteraient une autre espèce en fait, ou quelque chose comme ça qui aurait existé en Afrique, pas très loin des sapiens, mais le problème c'est que autant en Europe ou en Asie on peut comparer les génomes actuels avec des génomes de Néandertal et de Denisovien et dire on a 2% d'ADN néandertalien, en Afrique on n'a pas d'ADN ancien, et donc cette histoire d'ADN archaïque qui a été introgressée dans le génome récemment des sapiens, on ne peut pas l'identifier comme un groupe particulier, puisque ça serait magnifique si on avait de l'ADN de Broken Hill et qu'on dise ah ben c'est celui-là qui est une introgression, mais ce n'est pas le cas. Et donc il y a une interprétation alternative que je vous demande de garder en tête, c'est qu'en fait cette introgression, cette ghost population, c'est une des populations de sapiens qui a introgressé dans une autre population de sapiens, mais avec suffisamment de différence pour que ça apparaisse comme une espèce d'intrusion de quelque chose de plus primitif. Encore une fois, si vous imaginez qu'il y a plusieurs branches et qu'il y en a une qui est la branche principale, ancestrale de tous les Africains actuels ou presque, et même des populations modernes en dehors d'Afrique, eh ben, s'il y a voilà, une population de sapiens un peu périphérique qui, en Afrique de l'Est, est à l'origine de cette introgression, ça peut aussi coller avec ce schéma-là. Bon, pour mémoire, je vous présente un fossile qui vient du Nigeria, qui était trouvé dans un endroit qui s'appelle Iwo Eleru. Alors, je ne vous garantis pas que cette orthographe est toujours l'orthographe actuelle, parce que ce qui est bien avec l'orthographe maintenant, c'est que ça change partout. Donc, tous les pays africains sont en train de réécrire l'orthographe de tous les endroits où on a trouvé des fossiles. Donc, en fait, j'ai déjà vu une autre orthographe, mais que je n'ai pas osé reproduire. Et donc, cet homme d'Iwo Eleru
qui est au British Museum. Voilà, c'est un fossile qu'on a souvent présenté. Ça vient du Nigeria. Je ne sais pas si vous voyez où c'est. Hein. C'est là, le Nigeria. Ça a été trouvé pratiquement là au sud. Vous voyez qu'il a des caractéristiques anatomiques qui sont un peu étranges, avec un frontal très fuyant, etc. Il y a un papier qui a été publié il y a quelques années par Katrina Arvarti et Chris Stringer, qui ont fait des comparaisons morphométriques en disant bah oui, il ne ressemble pas trop à un sapiens moderne pur jus, si je peux dire. Il a des caractères qui se rapprochent de fossiles du Pléistocène moyen. Bon, cela étant dit, la mandibule, bon, elle est quand même plutôt moderne, entre guillemets. Ce qui est embêtant avec ce fossile d'Iwelleru, c'est qu'il est très récent. Hein. Il est daté de l'extrême fin du Pléistocène, voire même de l'Holocène. Hein. Donc il a peut-être moins de 10 000 ans, ou 10 000 ans, quelque chose comme ça. Hein. Et on a un peu de mal à imaginer qu'il serait voilà, le vestige d'une population très archaïque en Afrique. Bon, il est 6 heures, il est temps de les faire sortir d'Afrique. La sortie d'Afrique, c'est par là. Hein, et on a en gros 2 sorties hein, qui auront probablement fonctionné toutes les deux. Donc une, c'est l'hymne de Suez. Hein, donc vous voyez, bon, aujourd'hui il y a un trait là en travers, mais ce trait, il est assez récent, il date justement des activités de Suez. Donc, normalement, il n'y a pas de problème hein, pour passer d'Afrique en Eurasie. C'est étroit, mais c'est assez, comment dire, praticable. Il n'y a pas d'obstacle géographique majeur. Alors, il y a une autre sortie qui est là-bas au sud, qui est le détroit de Bab el-Mandeb. Ce détroit, aujourd'hui, il fait à peu près 30 km, avec un îlot au milieu. Mais dans le passé, lors de niveaux marins beaucoup plus bas, enfin, durant les périodes glaciaires, vous voyez que sa largeur a réduit considérablement. Donc la profondeur là, marine, elle a été beaucoup plus réduite. Donc on est dans quelque chose qui est de l'ordre de la... Voilà, c'est le Pas-de-Calais avec une île au milieu. Hein. Il y a des gens qui traversent à la nage. Il y a moins de requins que dans la mer Rouge, mais il y a des gens qui le font quand même. Et donc il faut imaginer qu'il y a des moments, ça n'a pas été 30 km, ça a été 20 km, 15 km. Donc des gens qui possèdent des moyens de navigation, même relativement simples, peuvent très facilement faire la traversée. Alors, qu'est-ce qui a amené nos sapiens africains à sortir d'Afrique? On pense que, je vous ai parlé de plusieurs sorties d'Afrique, initialement, c'est essentiellement, en tout cas c'est ce que je crois, et je ne suis pas le seul à le croire, des facteurs environnementaux qui ont poussé, si je peux dire, ces sapiens hors d'Afrique. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'Afrique d'aujourd'hui n'a rien à voir avec l'Afrique de différentes périodes du passé. Et en particulier, ce qu'on voit au cours du Pléistocène, c'est qu'il y a en Afrique une montée de l'aridité, en particulier en Afrique du Nord. Voilà, les paysages vraiment les plus arides, les plus désertiques de l'Afrique du Nord sont des paysages qui ont émergé plutôt vers la fin du Pléistocène. Mais malgré cette montée de l'aridité, il y a de façon périodique des épisodes de ce qu'on appelle un Sahara vert. On comprend bien ce que ça veut dire. Le Sahara vert, c'est une période pendant laquelle la mousson qui vient du golfe de Guinée et qui normalement arrose tous les étés, enfin on aimerait bien remarquer, mais ce n'est pas tous les étés en fait, mais normalement arrose le Sahel, eh bien dans le passé, cette mousson du golfe de Guinée, elle est remontée parfois beaucoup plus haut vers le nord, pour des raisons
changement climatique majeur. Et donc, il y a eu des périodes dans le passé où le Sahel s'est étendu vers le nord jusqu'au Maghreb. Et donc, le Sahel et le Maghreb communiquaient, si je peux dire. Et donc, il n'y a plus de Sahara. Il y a, à la place du Sahara, une zone où il y a quand même des endroits plus arides que d'autres, mais vous voyez, il y a un réseau hydrographique absolument dense. Il y a des fleuves qui parcourent tout ça. Il y a des lacs. Alors des lacs très grands, hein. Le méga lac Tchad, c'est un lac grand comme l'Allemagne actuelle, hein. C'est pas un petit lac. Et donc, ce paysage, il est recouvert de paysages, encore une fois, plus ou moins arborés, plus ou moins ouverts, mais en gros, ce sont des paysages comme ceux qu'on trouve en Afrique de l'Est aujourd'hui. Et dans ces paysages, il y a toute une faune de zèbres, d'antilopes, de girafes et tout ce qu'on veut, et des hippopotames et des rhinocéros, et des gens qui les mangent. Hein, enfin, peut-être pas les rhinocéros, mais les antilopes, c'est sûr. Et donc, les populations du Middle Stone Age, périodiquement, se peuplent cette surface qui est gigantesque. Hein, c'est grand comme les États-Unis d'Amérique, hein, le Sahara. Et soit dit en passant, c'est l'exemple qu'on donne toujours de périodes pendant lesquelles il y a coalescence de ces populations structurées qu'on a en Afrique. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est assez compliqué du point de vue de la génétique de modéliser tout ça, parce que, vous voyez, on a des branches qui sont séparées, mais pas toujours, et qui sont en communication de temps en temps. Donc, il y a une extension des peuplements humains dans toute cette zone, et c'est quelque chose qui est extrêmement bien documenté. Donc on a une chronologie de tous ces épisodes de Sahara vert. On a en particulier dans l'est de la Méditerranée des sondages dans les fonds marins qui donnent des coupes qui ressemblent un peu à celle-là. Alors celle-là, elle n'est pas au fond de la mer, vous voyez, elle est en Sicile, et puis elle date d'une période beaucoup plus ancienne qui est le Miocène, mais je vous la montre parce qu'on voit ces dépôts marins avec une zonation, avec des dépôts beaucoup plus noirs, et ces dépôts beaucoup plus noirs, on appelle ça des sapropels. Alors ces sapropels sont des dépôts qui se produisent dans les fonds marins en absence d'oxygène et avec une accumulation de matières organiques qui ne sont pas oxydées comme normalement elles devraient l'être. Soit dit en passant, on pense que ces sapropels, c'est la roche-mère du pétrole, hein. C'est comme ça que le pétrole se forme. Et pourquoi on a ces dépôts de sapropels dans l'est de la Méditerranée? Eh bien parce que pendant les périodes plus humides, il y a un apport d'eau douce beaucoup plus important, en particulier à cause du Nil, mais pas que, il y a aussi des fleuves. Je vous ai montré qu'il y avait des fleuves dans le Maghreb actuel qui vont se jeter dans la Méditerranée. Et donc quand on a un apport d'eau douce massif dans l'est de la Méditerranée, ce qui se passe, c'est que cette eau, elle est plus légère, elle est plus chaude, et donc elle ne descend pas, il n'y a pas de mélange avec les eaux profondes qui sont plus salées, plus froides, et donc la réduction de ces échanges, ça entraîne la formation de ces sapropels, donc manque d'oxydation des matières organiques, accumulation des matières organiques. Donc on fait des sondages dans le sud de la Méditerranée et on a pu comme ça détecter tout un tas d'épisodes de Sahara vert. Vous voyez, ce sont ces bandes vertes au cours du temps, là, le dernier demi-million d'années. Alors, c'est des épisodes qui durent quelques milliers d'années, mais ça peut durer 10 000 ans, 12 000 ans. Alors, vous me direz, c'est court comparé aux millions d'années de l'évolution des hominides, mais pour vous et moi, 12 000 ans, ça compte. Et donc, évidemment, pour ces populations humaines, c'est des moments assez importants en termes d'expansion dans le Sahara. Et on sait que quand on a ces épisodes de Sahara vert en Afrique, on a la même chose en Arabie, c'est-à-dire qu'en fait, c'est toute la ceinture de désert entre le golfe Persique et l'océan Atlantique
qui connaît ces épisodes humides. Et donc on comprend bien que ces populations du Middle Stone Age qui sont, en Afrique saharienne, verte, eh bien, vont, j'allais dire, assez naturellement se répandre dans des environnements identiques, là, à la sortie de l'Afrique, à la porte de l'Afrique. Donc, c'est pas, on parle parfois de migration, je pense que ce n'est pas du tout une migration. La migration, c'est un déplacement délibéré de gens qui veulent aller de là à là-bas, enfin, de gens même de Palombe ou d'Oua ou de n'importe quoi. C'est un mouvement volontaire. Là, je pense que c'est juste le fait que ces populations occupent leur niche éco-géographique. Et donc, on va commencer, dès l'époque du Middle Stone Age, à trouver en dehors d'Afrique des traces de ces sorties successives, périodiques, un peu irrégulières au cours du temps. Et donc, c'est pour ça que le titre de mon cours, c'est « Sorties au pluriel », parce que ça commence depuis assez longtemps. On reviendra là-dessus, mais le signe le plus ancien de ces sorties d'Afrique, en fait, c'est un signal génétique. Je vous expliquerai ça, mais on a des indications que dans le génome des Néandertaliens en Europe, on a une introgression d'ADN mitochondrial et d'ADN et de chromosome Y d'origine africaine dans une période, alors c'est assez vague, hein, c'est une estimation faite par des paléogénéticiens, vous voyez, ils nous disent, voilà, c'est quelque part entre 220 000 et 468 000, c'est une très très large fenêtre de temps, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'époque de Djebel Irhoud, en gros, on a déjà quelque chose qui sort d'Afrique et qui se mélange avec des Néandertaliens. Ça, on dit toujours, il n'y a pas d'ADN de sapiens chez les Néandertaliens. Il y a le contraire, mais en fait, ce n'est pas vrai pour les périodes anciennes. Ensuite, on a des signes archéologiques. Donc, on a en Arabie, là, alors, dans la péninsule arabique, on trouve des types d'outillage, d'industrie. Alors, ce n'est pas des outils, en fait, ce sont des nucléus qu'on appelle des nucléus nubiens. C'est un type particulier de débitage du silex. Donc, on crée une espèce de gros nucléus un peu triangulaire, et puis on débite, on enlève une pointe là-dessus. C'est une technique pour fabriquer des pointes. Et donc, ces nucléus nubiens, comme leur nom l'indique, ils sont nubiens, c'est quelque chose qu'on a identifié dans le sud de l'Égypte, au Soudan, dans tous ces coins-là, en Afrique de l'Est. Eh bien, on commence à en trouver de l'autre côté de la mer Rouge. Et puis, on a aussi des industries lithiques plus tardives qu'on a essayé d'assigner aux sapiens. Alors, ça ne marche pas très bien. Et puis, à partir de 180 000 ans, on a des restes humains qu'on identifie clairement comme non néandertaliens et d'origine africaine. Voilà ce maxillaire qui a été découvert en Israël dans le mont Carmel, hein, donc on est près de Haïfa. C'est une grotte qui s'appelle Misliya et c'est un maxillaire qui est daté de 180 000. Et puis, plus récemment, on a des sites plus récents qui sont très célèbres, qui sont des sites qui, dans les années 30, ont livré toute cette série de fossiles de sapiens anciens qu'on a découverts en Israël. Donc je vous les montre rapidement. Voilà le site de Mugaret School, fouillé par McCone. Donc c'est une petite grotte en fait, vous voyez, c'est tout petit. Mais devant cette grotte, on a une espèce de terre-plein dans lequel on a ce qu'on interprète comme des sépultures. Il y en a toute une série qui a été découverte. Voilà des dessins et des photos de l'époque de McCone. Voilà un des crânes de cette série qui est conservé au Peabody Museum à Cambridge, Massachusetts. Et dans ces sépultures, on a ces éléments
que je vous ai décrits comme des éléments de modernité, entre guillemets, culturelle en Afrique. Donc toujours les mêmes coquillages, les mêmes pigments qu'on va trouver. Donc on est autour de, pour les dates les plus anciennes à School, on est autour de 130 000. Toujours dans la zone du mont Carmel, à Taboun, qui est un site où on a trouvé des hommes de Néandertal, on a cette mandibule qui est la mandibule de Taboun C2, qui a aussi, alors qui dans les analyses morphométriques et anatomiques tombe tantôt du côté des Néandertals, tantôt du côté des Sapiens, mais bon, moi je trouve qu'elle tombe plutôt plus du côté des Sapiens que des Néandertals. Et puis on a un autre site qui est très, très célèbre, qui est celui de Djebel Kafzeh, qui a été fouillé notamment par Bernard van der Merch. On a pareil des sépultures tout à fait spectaculaires, avec un matériel très, très conservé, mais vous voyez, quand même avec une variabilité assez grande de la morphologie. Donc on montre toujours ce crâne de Kafzeh 9, qui est le crâne d'une jeune femme, qui ressemble vraiment à un crâne presque actuel, mais on a aussi des crânes comme celui-là qui ont des caractères de robustesse et des caractères anatomiques qui sont quand même un peu différents. Et je dois dire que depuis longtemps, hein, depuis l'époque des années 30 où on a découvert ces fossiles, régulièrement on a évoqué la possibilité qu'en fait on ait effectivement dans ces régions-là des Néandertals et des Sapiens venus d'Afrique, mais qu'il y ait aussi soit une espèce de zone d'hybridation où on ait aussi des individus qui aient des caractères un petit peu des deux. Alors il y a un argument qui est en faveur un peu de ce scénario. Je vous ai parlé du moustérien qu'on trouvait au Levant. Donc on a dans tous ces sites des industries de pierre taillée qui sont assez caractéristiques. Donc on a identifié comme un moustérien du Levant, ça s'appelle comme ça, qui est différent d'autres moustériens qu'on connaît au Moyen-Orient ou en Europe. C'est différent aussi du Middle Stone Age africain. Et alors, ce moustérien du Levant, on le trouve aussi bien dans des sites où on a des hommes de Néandertal que des sites où on a des sapiens. Et donc, on s'est vraiment échiné, si je peux dire, à essayer de voir des différences entre le moustérien du Levant qu'on trouvait avec les uns et le moustérien du Levant qu'on trouve avec les autres. Et en fait, comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, ça ne marche pas vraiment parce que d'abord, les différences sont vraiment très très subtiles et puis surtout, on a récemment trouvé une mandibule néandertalienne qui était, si je peux dire, associée au mauvais moustérien du Levant. Et donc l'impression qu'on a, c'est qu'on a quand même des populations qui sont biologiquement différentes, enfin assez différentes pour qu'on puisse les reconnaître, mais quand même suffisamment en contact pour en gros partager le même genre d'industrie. Et si elles partagent le même genre d'industrie, c'est probable qu'elles partagent autre chose aussi. Et donc on a probablement, effectivement, peut-être des hybrides. Alors ces populations qui sont sorties d'Afrique, qui sont présentes au Proche-Orient, elles vont coloniser l'Eurasie. Donc dans le temps qui nous reste, on va parler uniquement de peuplements relativement anciens et de peuplements du sud de l'Asie. Mais vous voyez qu'il y a différentes routes qui ont été envisagées pour la colonisation de l'Est de l'Eurasie et de la zone Australie-Mélanésie par les sapiens. Donc simplement un déplacement ouest-est, un déplacement côtier. Et puis, en fait, le modèle qui aujourd'hui est celui qui est le plus, comment dire, le mieux défendu, c'est deux routes, une route sud et une route nord. Une route sud qui, en gros, longe les côtes et va aller jusqu'en Australie. Alors, avec en chemin de l'hybridation avec autre chose et des Denisoviens. Et puis, une route nord qui passe au nord de l'Himalaya
et qui arrive voilà, dans l'Altaï, dans le nord de la Chine, en Mongolie et par là. Et puis à la fin, eh bien, ces deux peuplements ils vont se finir par former une coalescence le long du Pacifique. Aujourd'hui, je vais vous parler de la route sud, qui a été empruntée de la façon la plus ancienne, et puis on va laisser la route nord pour la prochaine fois. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on va à l'est du Proche-Orient? Eh bien, on arrive en Inde. Et en Inde, il y a eu tout un débat pour savoir quand, c'est-à-dire en gros, est-ce que ces sapiens qui sont au Proche-Orient il y a 120 000 ans, 100 000 ans, est-ce qu'ils sont allés plus loin ou est-ce qu'ils sont juste restés là à la porte de l'Afrique? Alors je vous dis tout de suite, le problème qu'on a, c'est qu'en Inde, on a 0 fossile. Et donc toute la discussion, elle se fonde sur des industries lithiques. Et malheureusement, les industries lithiques, ce n'est pas vraiment quelque chose qui est déterminant pour reconnaître à quel groupe biologique on les doit. Alors il y a des chercheurs qui ont fait remarquer qu'il y avait en Inde des outils pédonculés. Alors, plus ou moins, on soutient l'idée que ces outils pédonculés, ils sont plutôt d'origine africaine, ça ressemble à ce qu'on trouve dans certains Middle Stone Age d'Afrique du Nord. Et donc, comme on a en Inde des outils pédonculés à partir de 80 000, l'idée c'est qu'à 80 000, on a déjà, en gros, une de ces sorties d'Afrique qui a peuplé le Proche-Orient qui s'est étendue au moins jusqu'en Inde, et vous allez voir peut-être au-delà. Cette discussion à propos du peuplement du sud-est asiatique et de l'Inde, elle a été très, animée, parce que on a fait intervenir un phénomène environnemental, enfin une catastrophe environnementale majeure, qui est la méga-éruption du mont Toba, qui a eu lieu il y a 75 000 ans. Alors pourquoi on amène le mont Toba là-dedans? Parce que certains chercheurs ont prétendu que, dans le fond, cette méga-éruption avait mis un terme, si je peux dire, au développement des populations archaïques dans toute une zone du sud de l'Asie, et que ça avait facilité le repeuplement de cette zone par des sapiens. Alors le mont Toba, c'est une zone qui se trouve à Sumatra. Alors aujourd'hui, il n'y a plus de mont Toba, hein. Il y a un énorme trou que vous voyez là. C'est un ancien volcan qui a explosé et qui a envoyé des quantités astronomiques de matériel dans tout l'océan Indien jusqu'en Afrique de l'Est et puis dans le sud de l'Asie. Voilà les comparaisons de plusieurs éruptions volcaniques, et vous voyez que cette éruption du mont Toba, c'est, disons, au cours du dernier million d'années, celle qui a été de très très loin la plus importante, comparée à des grandes éruptions. Enfin, vous voyez, aux États-Unis, enfin en Amérique du Nord, à Yellowstone, il y a 640 000 ans, il y en a une énorme. Juste pour comparaison, on a ici des éruptions historiques. Hein. Donc vous voyez qu'on n'est pas du tout dans le même ordre de grandeur. En Inde, dans certaines régions, on a des dépôts de cendres volcaniques comme ça, hein. Donc ce n'est pas juste un petit lit de cendres, c'est une éruption qui a provoqué un dépôt massif. Alors, on a à la base ici probablement la cendre qui arrive avec l'éruption, et puis après des couches de cendres successives qui sont liées à la mobilisation par les eaux de ruissellement de dépôts de cendres environnants. Mais vous voyez, à la fin, ça crée des dépôts monstrueux. Et donc, l'idée qui s'est développée à propos de ça, c'est qu'en fait, cette éruption du mont Toba, elle a créé un hiver nucléaire, enfin un hiver environnemental qui a duré plusieurs années, qui a complètement anéanti, sinon toute forme de vie, mais qui a rendu la vie très difficile pour les humains. Et
voilà deux modèles qui se sont opposés en très très longtemps. Donc un modèle qui a été défendu par Mike Petraglia. Hein. Donc voilà, c'est l'idée, c'est l'éruption du mont Toba il y a 75 000 ans, met fin au peuplement archaïque, et puis on a le développement d'industries nouvelles avec fabriquées par des sapiens qui provient. Et alors d'autres auteurs comme Mellars en fait ont argumenté qu'en fait l'arrivée des sapiens était probablement plus tardive et qu'il n'y avait aucune raison d'attribuer les industries, ces fameuses industries avec des pédonculés qu'on trouve vers 70 000, 60 000 en Inde, à des sapiens. Entre nous, encore une fois, je pense que je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a pas de sapiens en Inde il y a 80 000 ans ou 75 000 ans. Hein. Mais ce que je veux vous dire simplement, c'est que ces industries, c'est assez difficile de les utiliser comme argument. Et la meilleure preuve, c'est que ces fameux pédonculés, on s'est rendu compte qu'il y en avait qui existaient là déjà avant l'éruption du mont Toba. Et on a au moins un site en Inde où on a ce genre d'industrie en dessous des cendres laissées par l'éruption du mont Toba et au-dessus, ce qui montre que bon, ça a été catastrophique certainement, mais les humains qui vivaient dans cette région-là ont finalement surmonté, si je peux dire, cette épreuve et ont continué leur vie de tailleurs de pédonculés après l'éruption du mont Toba. Alors si on va plus vers l'est, quels sont les âges les plus anciens qu'on a pour les présences d'Homo sapiens? Je vais vous citer juste rapidement deux sites. On a un site au Laos qui s'appelle Tampaling, où on a des restes humains qui ont été découverts, qui ont une morphologie sapiens. Alors, ces restes, il y a des datations qui ont été produites dans le site. Ils ont certainement plus que 50 000 ans, et sur la base de datation OSL et de datation par série de désintégration de l'uranium, on a certainement certains de ces fossiles qui sont des fossiles qui ont encore une fois une morphologie assez proche de la morphologie actuelle, mais avec quand même des caractères un peu bizarres. Par exemple, vous voyez, cette mandibule a un corps mandibulaire très épais. Donc une morphologie, c'est une petite mandibule, avec une morphologie assez proche de celle d'homme actuel, mais quand même des caractères un petit peu particuliers. Donc on a probablement dans cette région du monde des sapiens qui sont là déjà avant 70 000. Un autre site qui s'appelle Lida Ager, qui se trouve à Sumatra, et ce site de Lida Ager, c'est un site dans lequel Dubois a fouillé, donc ça nous ramène au XIXe siècle, et deux dents ont été découvertes, qui ont été récemment réétudiées sur le plan anatomique, et le site a été redaté. Et là encore, on a à Lida Ager, à Sumatra, des dents qui sont des dents de sapiens, il n'y a pas de doute là-dessus, qui ont un âge probablement autour de 70 000 ou un petit peu plus que ça. Donc vous voyez que le long du sud asiatique jusqu'au sud-est, on a des indications de présence de sapiens. Alors pour l'Inde, je vous ai expliqué qu'on ne sait pas trop parce qu'on n'a pas vraiment de fossiles, mais en tout cas pour le sud-est asiatique, on a quelque chose qui est un peu plus solide avec ces deux sites. Quand on va plus loin, alors plus loin vers l'est on ne peut pas aller, mais on peut aller vers le nord, vers la Chine, et puis vers le sud, vers l'Australie. Là encore, il y a des arguments plus ou moins solides qui ont été développés pour une présence de sapiens très ancienne. Alors en Chine, je dois dire qu'il y a toute une série de sites qui ont été proposés pour une présence ancienne des sapiens, surtout dans le sud de la Chine.
je pense que la plupart de ces sites sont quand même assez peu convaincants, soit à cause des restes qui sont décrits, soit à cause des dates qui sont proposées. Mais je dois dire que nos collègues chinois font preuve d'une certaine persévérance à publier régulièrement des sites comme cela. Alors, je vous en cite 2 ou 3, mais on pourrait passer 1 heure là-dessus. Voilà un site qui est très souvent cité, qui est le site de Zirendong, qui est daté peut-être autour de 100 000 ans. 100 000 ans hein. Alors, toute la question de ce site, c'est, voilà, on a ce bout de mandibule qui a un menton, mais qui par ailleurs a des caractères du corps mandibulaire qui sont pas très, entre guillemets, modernes. Et donc franchement, on ne sait pas trop ce que c'est, hein, ce fossile de Zirendong. Soit c'est vraiment une présence d'un sapiens très ancien, autour de 100 000 ans dans le sud de la Chine. Donc en gros, l'idée c'est ces hommes de School, Kavze, etc., ils ne sont pas contentés de rester au Proche-Orient, ils sont allés très loin, ils ont traversé l'Inde, l'Asie du Sud-Est et ils sont allés jusqu'en Chine. Ou alors c'est quelque chose de local, qui présente une mosaïque de caractères un peu surprenant. Il faudrait qu'on ait quelque chose de plus consistant. Le problème, c'est qu'en Chine, il y a une longue histoire de sites, si vous voulez. Là, vous en avez quelques-uns, hein, Gaitu, Walong, Luna, Liujiang, etc., où régulièrement, on nous explique qu'on a des sapiens très modernes, qui sont très anciens, qui ont 100 000 ans ou plus. Voilà, celui de Liujiang. Alors Liujiang, c'est un fossile qui est connu depuis très longtemps. Il a été trouvé par des paysans qui vidaient une grotte pour récupérer de l'engrais ou quelque chose comme ça. Donc en gros, on ne sait pas trop de quand il date. Il y a eu des datations qui ont été publiées, hein, qui sont des datations. C'est-à-dire qu'en gros, on ne peut pas dater le crâne, donc on date à l'intérieur de la grotte des spéléothèmes, des formations, en pensant qu'il vient de tel ou tel niveau. Le problème, c'est que, vous voyez, les variations de date, hein, Liujiang, il a été redaté, enfin, en tout cas, le contexte de Liujiang, il a été redaté récemment, plutôt entre 33 000 et 23 000. Donc, on est très, très loin des 100 000. Hein. Et des histoires comme ça, il y en a plein. Donc, voilà un autre site dans le sud de la Chine, Daoxian, une grotte, un labyrinthe de plusieurs centaines de mètres, dans lequel on a trouvé des dents sous un spéléothème. Alors ce spéléothème, on dit qu'il a 80 000 ans, donc les dents qui sont trouvées en dessous, elles sont plus vieilles. Alors il n'y a pas de doute, ce sont des dents très modernes, trop modernes, disent certains. J'ai une de mes collègues américaines qui dit que ce sont les dents de ma grand-mère. Et donc, on se pose des questions sur, si vous voulez, l'origine de ces dents. Hein. C'est-à-dire, est-ce que ce n'est pas des choses qui ont été enterrées à travers le spéléothème dans des niveaux plus anciens? Et alors, quand on regarde dans le détail ces dents, vous voyez, par exemple, ça, là, c'est une carie dentaire. Je veux dire qu'à 80 000, 100 000, on n'en voit pas beaucoup des comme ça. Hein. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très surprenant. Pour finir, un mot de l'Australie. Alors en Australie, pour arriver en Australie, il faut traverser la mer. Donc il n'y a jamais eu de moyen d'aller en Australie autrement que par bateau. Hein. Et quand on regarde, alors vous savez que les niveaux marins ont varié considérablement, quand on regarde toutes ces variations du niveau marin, en gros, on se rend compte que dans les périodes de bas niveau marin, mais toujours en traversant de l'eau salée quand même, hein, il y a 2 voies. Il y a une voie nord qui arrive en Nouvelle-Guinée, et puis après on arrive en Australie, puis il y a une voie sud, là, soit par Timor, soit aussi par cette série d'îles. Et donc, le peuplement de l'Australie, je vous dis, il peut se faire que par des gens qui possèdent des engins de navigation. Pourquoi ? Parce que c'est une navigation, même dans les endroits où c'est le plus court, qui se fait, qui est une navigation de plusieurs jours,
En plus, il faut partir à la bonne saison, il faut que la mousson s'ouvre dans le bon sens, hein, sinon on va nulle part. Disons que ça demande une certaine préparation. Et donc la question qui s'est posée à propos de cette colonisation de l'Australie, c'est d'abord quand ça s'est produit, et puis surtout comment et pourquoi. Et en particulier, il y a une étude publiée en 2019, qui est une étude qui a à la fois pris en compte ces caractéristiques géographiques, et puis aussi qui a modélisé un petit peu sur le plan démographique et génétique comment ça avait pu se produire. Et la conclusion de ce travail, qui est très intéressante, c'est que en fait, l'Australie n'a pas pu être colonisée par accident. C'est-à-dire, c'est pas des gens qui se sont trouvés perdus en mer et qui ont échoué sur une plage du nord de l'Australie et qui ont peuplé l'Australie. Ça marche pas. C'est-à-dire, si vous échouez sur une plage du nord de l'Australie, même si vous êtes bien accompagné, vous pouvez vous reproduire occasionnellement, mais ça ne va pas coloniser l'Australie. En fait, pour coloniser l'Australie, il faut plusieurs centaines de personnes, et même plutôt autour d'un millier. Et donc, un millier, ce n'est pas un accident. Donc, l'idée, c'est que, en fait, l'Australie, elle a été colonisée de façon délibérée par des gens qui y sont allés parce qu'ils voulaient y aller et qui savaient que ça existait. Donc, la découverte, elle a pu se faire de façon accidentelle par des gens qui exploitaient le milieu océanique, mais ensuite, la colonisation, c'est quelque chose qui s'est peut-être étalé sur une certaine période de temps, mais qui a impliqué forcément un grand nombre d'individus. Et donc, on a, je vous ai dit, la question c'est comment et quand. Alors quand, je vous montre le site archéologique le plus ancien qu'on ait identifié en Australie, se trouve dans la terre d'Arnhem. Vous voyez, cette carte vous montre l'Australie, la Nouvelle-Guinée pendant une période de bas niveau marin, c'est-à-dire au moment où les gens peuvent arriver. Enfin, vous voyez qu'ils peuvent arriver, mais il faut quand même qu'ils naviguent un peu. Hein. Et donc voilà cette carte. Ce site qui s'appelle Madjebébé, il est dans le nord de la terre d'Arnhem. Et c'est un site qui montre de façon assez claire qu'il y a une présence humaine au moins avant 50 000 ans. Alors, je vous donne cette date d'avant 50 000 ans, mais la publication du site a annoncé des dates beaucoup plus anciennes, puisque les archéologues qui ont fouillé le site ont publié, enfin, ont déclaré que les niveaux les plus anciens de Madjebébé, c'était des niveaux qui étaient à 65 000. Alors, c'est souvent le cas, enfin, il y a le même genre de discussion pour les sites les plus anciens en Amérique du Nord, pour des tas de sites, c'est-à-dire qu'on a un vrai site archéologique avec une vraie stratigraphie, des bonnes dates, il n'y a aucun doute là-dessus, mais le bas de la stratigraphie pose problème, soit à cause des datations, soit à cause de la formation du site, et je dois dire que tout le monde n'est pas complètement convaincu par ces 65 000 ans. Donc la réalité, elle est probablement entre 50 000 et 65 000. On reviendra là-dessus, mais le problème essentiel que pose cette date de 65 000 ans, c'est que les données génétiques dont on dispose sur des populations aborigènes récentes pointent pour une date de coalescence de toutes ces populations plutôt autour de 50-55 000 que pour des dates plus anciennes. Alors, il y a plusieurs interprétations de ça, soit c'est la génétique qui est prise en défaut pour détecter des événements de peuplement, enfin les événements de peuplement les plus anciens. Pourquoi? Parce qu'il reste très peu de traces de ces peuplements les plus anciens. Soit parce que, et vous verrez qu'on parlera de ça la semaine prochaine, on a des situations où, dans le fond, les premiers arrivés, ils sont là, ils laissent des sites archéologiques, mais ils ne participent pas tellement à la suite de l'histoire parce qu'ils sont remplacés par d'autres populations. Et vous verrez ça à propos de l'Europe. En Europe, les populations pionnières qui sont arrivées,
eh bien, n'ont laissé aucune trace dans le génome des Européens actuels, mais c'est une autre histoire et on en parlera la semaine prochaine.